tous. Merci de vous être levés tôt ce matin pour rejoindre cet atelier. Je suis Christelle Hurel, directrice des assurances du groupe Technicolor, un groupe international implanté dans 32 pays et dans un contexte de globalisation des échanges, de concurrence exacerbée. Les risques de supply chain sont en effet significatifs dans nos organisations. C'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de participer à cet atelier en tant que modératrice. Cet atelier qui aura donc pour ambition de traiter de la valeur du produit au cours de son voyage dans la supply chain. C'est-à-dire de sa fabrication jusqu'à sa vente en boutique. Le produit prend de la valeur à différentes étapes. Et ce sont bien là les enjeux pour le risque manager. Comment apprécier les risques liés à cette valeur tout au long de cette supply chain? Comment optimiser la couverture d'assurance du produit, prix de vente, prix de revient? Comment, dans ce cas, est calculée la prime? Comment est évalué et indemnisé un sinistre en prix de vente versus prix de revient? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter nos spécialistes. Alors, à ma gauche, Thibaut Moulin, membre associé du cabinet Q. Il accompagne donc les directions des risques management dans la gestion de leur risque supply chain, en particulier au travers de cartographie des risques. À ce titre, je vous recommande de lire l'ouvrage « La gestion du risque supply chain » rédigé par le cabinet Q en collaboration avec l'AMRAE. Vous y trouverez des illustrations de risques très intéressantes comme le décryptage du lancement de l'A380 pour l'Airbus et plein d'autres histoires fabuleuses. À sa gauche, donc Frédéric Duraud, directeur du département dommages chez CIACI. Il est spécialiste des solutions d'assurance des risques de supply chain. Il a notamment œuvré avec AGCS et le cabinet Deloitte à l'élaboration d'un contrat global d'assurance supply chain. Et enfin, Xavier Marchand, avocat, gérant du cabinet Caractère. Xavier est impliqué dans la gestion des litiges relatifs au paiement des pertes d'exploitation pour des grands groupes industriels et commerciaux. Donc, je laisse la parole à Thibaut. Thibaut va donc nous reprendre. Alors, en effet, le parti pris de cet atelier n'est pas de refaire tout un atelier sur la supply chain. On a pris le parti, en effet, de vous faire quelques rappels concernant les supply chain, mais notre focus sera bien sur le traitement de la valeur du produit. Donc, je laisse à Thibaut vous rappeler les quelques grands principes des risques de supply chain. Oui, alors on a un petit problème technique de pointeur, mais je vais essayer peut-être avec la souris si ça fonctionne. Oui, a priori ça fonctionne. Excusez-moi, je vais voir si ça fonctionne d'ici pour que je puisse vous présenter. Voilà, ça marche. Donc bonjour à tous. Oui, je vais commencer par vous donner on va faire quelques grands rappels de ce qu'est la supply chain, de ses grands principes, et puis des risques qui pèsent sur elle aujourd'hui, qui sont des risques, je dirais, assez classiques, mais qui évoluent. Étant donné que l'univers des risques des entreprises évolue, ceux de la supply chain, bien entendu, font de même. Alors, quelques rappels concernant ces points-là. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une supply chain? On vient de parler du voyage du produit. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la supply chain, c'est un ensemble de flux physiques. Très bien, ça c'est clair. On voit bien les produits se déplacer dans le monde entier pour arriver jusqu'à la porte du client. Mais ce sont également des flux d'informations. Et le premier flux d'informations de la supply chain, c'est celui qui va du client à l'entreprise, c'est la commande. Donc le flux d'informations, déjà, c'est l'élément de base. Le client commande un produit ou un service. Ce flux d'informations arrive jusqu'à l'entreprise qui va mettre en œuvre sa supply chain pour distribuer le produit ou le service au client.
Donc ce sont des flux d'informations qui vont remonter la supply chain jusqu'à ce que l'entreprise passe des commandes à ses fournisseurs également, et qui vont ensuite redescendre sur des flux physiques ou des flux encore d'informations ou de prestations si on est sur des offres de services physiques ou digitaux, pour amener la valeur, le produit, le service au client qui l'a commandé. Donc c'est ça une supply chain, c'est cet ensemble de flux et d'acteurs, fournisseurs, entreprises et clients, qui se trouvent dans ce réseau pour amener la valeur attendue aux clients. Alors, est-ce que ça marche encore? Non. Il va falloir qu'on... Ou alors, je vais essayer le pointeur. Et puis ce matin, on a un problème avec ce pointeur qui marche à moitié. Non. Ah. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Là, c'est toi. Donc, bon, on va essayer de se synchroniser avec Christelle. Ça va être un exercice de synchronisation. On va tenter. Donc, pour vous redonner cette fois-ci plus concrètement un schéma et vous montrer la complexité de ce schéma-là, on a différents acteurs, comme je le disais, sur cette supply chain. Et puis, on va partir du client final qui a un besoin qu'il a exprimé au travers de cette commande. Donc, si vous cliquez, Christelle, cette commande-là, comme je le disais, c'est un flux d'informations représenté ici en pointillé, qui va arriver jusqu'au distributeur. Ce distributeur dispose potentiellement de stock qui va lui permettre de je dirais, livrer le produit attendu au client. Ce distributeur, il va bien entendu se fournir auprès d'une entreprise, de différentes entreprises. Prenons le cas d'une entreprise qui livre des produits marchands. Là, lui aussi, les distributeurs vont avoir des flux d'informations et bien entendu, on va retrouver le même cheminement entre le fabricant de produits finis qui va distribuer ses marchandises auprès des distributeurs. Et on peut remonter la chaîne. Alors bien entendu, parfois, un fabricant de produits finis a d'autres usines d'assemblage, et ça c'est le cas d'entreprises qui sont intégrées mondiales aujourd'hui, avec différentes unités de production qui vont produire des semi-finis et qui vont alimenter une usine d'assemblage final. Et en remontant encore la chaîne, on va retrouver des fournisseurs de rang 1 avec plusieurs flux qui peuvent alimenter différentes entités de l'entreprise finale, des flux qui peuvent exister également entre fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, et on va remonter la chaîne comme cela jusqu'à, comme je le disais, le rang N de la supply chain. Donc on le voit, on n'a pas mis énormément d'acteurs dans cette supply chain finalement. Quand on regarde bien, il n'y a pas énormément d'acteurs. C'est déjà relativement complexe à représenter, et ça montre aussi tous les voyages qui peuvent exister, dont on va parler maintenant plus en détail, de cette supply chain, voyage d'information et voyage de marchandises concomitantes pour amener la valeur, finalement l'objectif final, c'est bien d'amener cette valeur au client final, en produit ou en service. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Christelle l'a rappelé en introduction, qu'est-ce qui s'est passé ces 30-40 dernières années? On a assisté à la mondialisation des échanges, bien entendu, la globalisation de ces supply chains. Globalisation tant au niveau du sourcing, puisque les entreprises ont bien entendu essayé de chercher, je dirais, le meilleur ratio coût d'achat vis-à-vis de toutes des différents composants qu'ils cherchaient à approvisionner. Donc ils sont allés chercher des sourcings low cost dans le monde entier. Et puis, globalisation de la distribution. Une entreprise aujourd'hui, une marque distribue partout dans le monde, et les flux logistiques mondiaux ont contribué énormément, les flux de transport ont contribué énormément à cette globalisation. On a énormément de flux qui viennent de l'Asie, énormément de flux qui partent aux États-Unis ou qui reviennent des États-Unis, et dans le monde entier c'est le cas. Donc on a une globalisation de cette supply chain avec une démultiplication de tous les acteurs de cette chaîne-là, quand on parle du plus petit composant du produit jusqu'à la ligne d'assemblage. Cette ligne d'assemblage, elle peut être en Europe, elle peut être en France, elle peut être en Europe de l'Est, elle peut être en Chine, elle peut être absolument partout pour amener le produit jusqu'à vous. Au-delà de ça, si je me permets juste un petit peu de... Au-delà de cette globalisation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a également une beaucoup plus forte interdépendance qui s'est produite ces dernières années. Les entreprises se sont concentrées sur leurs valeurs propres et je dirais leur core business model.
elles ont petit à petit externalisé un certain nombre de prestations ou de sous-assemblages de composants qui n'étaient pas le cœur de leur valeur ajoutée pour véritablement se concentrer sur la plus forte valeur qu'elles pouvaient apporter. Et on a aujourd'hui une très forte interdépendance entre l'entreprise, ses fournisseurs, sa chaîne de distribution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est la distribution multicanale. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise qui cherche à livrer un produit à ses clients, je dirais à la fois dans la prise de commande, il va y avoir énormément de flux d'informations qui peuvent exister, que ce soit du e-commerce, que ce soit en direct dans une boutique, etc. Et de la même manière, le flux de distribution est lui aussi omnicanal. Il passe par différents canaux qui sont la livraison directe, qui sont la livraison en boutique, qui sont tous les différents flux que vous pouvez imaginer. Donc ça entraîne, là encore, une très grande multiplication et une très grande diversité des flux qui peuvent exister dans la supply chain. Donc ça a été à la fois un moteur de performance énorme, puisque c'est vraiment, ça a été ces 20-30 dernières années un axe pour toutes les entreprises de transformation, de recherche de compétitivité, je dirais un avantage concurrentiel énorme que de pouvoir proposer à ses clients cette chaîne de distribution multicanale efficace, et puis de pouvoir sourcer à bas coût le plus, je dirais, dans le monde entier. Bien entendu, ça a été un moteur de performance énorme, mais également un vecteur de risque très important du fait de cette grande complexité et du fait de cette diversité d'acteurs. Alors, quels sont les risques qui pèsent sur la supply chain? Rapidement, je vais vous les redresser un peu théoriquement, puis ensuite je vous donnerai quelques exemples. Notre entreprise étendue, elle a des fournisseurs, elle a des clients, et elle porte en elle-même tout un tas de risques associés à sa supply chain, associés aux opérations de sa supply chain. Donc elle doit gérer des livraisons, elle doit gérer des approvisionnements, elle doit gérer sa production. Déjà, ne serait-ce que par rapport à je dirais, son propre domaine de responsabilité directe, elle a un certain nombre de risques associés à cette supply chain. Autour d'elle, on a des fournisseurs, comme je vous les ai montrés, de rang 1, de rang 2, et puis des distributeurs. Même si c'est, je dirais, l'aval de la chaîne, on peut les considérer comme des fournisseurs. Ils peuvent avoir également, eux, tout un tas de risques qui portent sur leur activité et qui vont mettre à défaut la supply chain de l'entreprise. Ce sont des risques industriels, ce sont des risques logistiques, ce sont des risques de qualité, également des risques managériaux. Bien entendu, on pense aux risques financiers. Les fournisseurs peuvent connaître des difficultés financières, mais pas uniquement. On était bien on avait bien avancé, mais pas uniquement l'aspect financier. On peut avoir également des fournisseurs qui ne sont pas complètement conformes aux exigences sociales et environnementales de l'entreprise. On pense à ce qui s'est passé dans le retail il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant un petit peu, mais 4-5 ans avec le Rana Plaza. Donc typiquement, si un fournisseur, un sous-traitant, ne respecte pas une certaine image sociale et environnementale que l'entreprise souhaite véhiculer à travers sa marque, et que ça fait la une des journaux, eh bien, on va avoir un très gros problème au niveau de l'entreprise. Et puis, globalement, ça c'est le dernier axe de risque, on a des risques qu'on appelle, nous, environnementaux, globaux, qui portent sur l'ensemble des acteurs, qui peuvent être bien entendu des grands risques dont on a parlé hier, des risques géopolitiques, des risques environnementaux, de catastrophes naturelles, des risques cyber, des risques réglementaires, qui vont mettre à défaut potentiellement la supply chain, tant les acteurs de la supply chain que les flux qui amènent les marchandises tout au long de cette supply chain. Donc là, on a un panel global, je dirais, et assez a priori complet des risques potentiels qui peuvent peser sur cette supply chain. Et si on vient illustrer ça avec quelques exemples juste après, on va rendre les choses concrètes. Premier exemple que vous connaissez, qui sont des exemples de catastrophes naturelles ou de très grandes catastrophes industrielles. La dernière en date, l'explosion de Tianjin en Chine. Il y avait tout un tas d'entreprises qui étaient autour de cette explosion-là
Et puis on avait aussi des plateformes logistiques. Là, c'est une photo d'un parc automobile qui était prêt à partir, hein, qui était prêt à être mis sur les cargos pour pouvoir livrer le monde entier. Et cette explosion a complètement détruit, on parle de 10 000 véhicules à peu près, qui étaient sur ce parc-là, complètement détruit cette marchandise-là. On peut avoir bien entendu tout un tas d'événements qui peuvent se produire hein, quand la marchandise voyage. Là, vous voyez un cargo qui a l'air pas très en bonne forme, mais c'est tout à fait des choses qui arrivent. Dernièrement, il y a eu des cargos un cargo qui s'est échoué, le MSC Zoé, au nord de l'Europe. Et puis on parlait il y a quelques années, enfin ça continue, hein, la piraterie dans le golfe d'Aden, mais c'est au-delà de ça, au-delà de ces gros phénomènes-là qui ont des conséquences importantes, il peut exister des vols, des pertes de marchandises tout au long de la supply chain. Ces marchandises, elles vont être entreposées à différents stades. Hein. Je vous montrais tout à l'heure, on voyait dans le petit schéma qu'on avait des stocks. On a des stocks au niveau des fournisseurs, on a des stocks au niveau de l'entreprise, on a des stocks chez les distributeurs. Toutes ces marchandises, malheureusement, elles peuvent partir en fumée, elles peuvent être inondées, et c'est typiquement des cas qui peuvent engendrer des sinistres très très importants pour une entreprise, mais même pour un secteur global. Les derniers en date dans les secteurs automobiles que sont Recticel ou aux États-Unis, dernièrement, je laisserai Frédéric en parler, mais finalement des fournisseurs assez, je dirais pas forcément très très importants en termes de taille d'entreprise, mais qui sont tellement intégrés dans les supply chains d'un secteur, comme là le cas de l'automobile, viennent complètement perturber la supply chain entière de tout le secteur. Et on parle de centaines de millions d'euros ou de milliards, dans certains cas, d'impact pour l'assurance au niveau mondial. Une marchandise, elle peut être aussi bloquée, tout simplement. Hein. Alors bloquée, pourquoi ? Pour tout un tas de raisons. Bien entendu, on passe dans beaucoup de ports, on passe sur des réseaux routiers, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des choses qui viennent bloquer ces marchandises-là pendant un certain temps et qui vont soit faire prendre du délai à la marchandise en termes de livraison, soit tout simplement la bloquer. Dans le cas de Tianjin, on a un impact de ce type-là, puisqu'il y a des marchandises qui n'étaient pas forcément endommagées, mais dont on soupçonnait une potentielle pollution. Et il y a eu une mise en quarantaine d'un certain nombre de marchandises pendant longtemps, et qui a posé pas mal de problèmes à certains de nos clients, par exemple. Et puis les derniers risques dont je voudrais vous parler, ce sont des risques cette fois-ci un petit peu différents, dont on ne pense pas forcément au premier abord, mais qui ont défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ces marchandises sont de plus en plus des objets connectés, ont de plus en plus de l'électronique associée, alors que ce soit parce qu'on va vouloir tracer leur chemin tout au long de la supply chain en mettant de la RFID ou en mettant des éléments électroniques qui vont permettre de positionner ce composant tout au long de la supply chain, soit parce que l'objet en lui-même dispose d'électronique. Et dans ce cadre-là, on va potentiellement avoir des problématiques associées à des risques cyber sur les composants électroniques intelligents qui peuvent exister sur ces objets connectés. Donc, par exemple, le dernier en date que je pense que tout le monde a à peu près vu dans la presse, c'est les puces Huawei qui potentiellement, aux dernières nouvelles, en tout cas la Chine dit que ce n'est pas du tout le cas, mais potentiellement pourrait avoir un logiciel un peu malin qui permettrait de récupérer de l'information sur l'ensemble des serveurs et l'ensemble des dispositifs qui ont utilisé ces puces-là dans les télécoms, notamment aux USA. Voilà, ça pose un problème très important pour la sécurité nationale américaine. Et puis, les flux d'informations, cette fois-ci, qui innervent totalement la supply chain, soit au niveau de la commande, soit au niveau du suivi logistique des composants auprès des fournisseurs. Si on a une cyberattaque sur ces flux-là, eh bien, les supply chains s'arrêtent tout bêtement, et on est obligé de repasser à l'Excel, on est obligé de repasser au papier. C'est ce qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps à des grandes entreprises, notamment françaises, qui, avec WannaCry, NotPetya, ont vu leur supply chain s'arrêter du jour au lendemain. Et il a fallu mettre en place tout un dispositif pour redémarrer au plus vite. Donc là, on met en jeu des sujets de continuité, mais c'est bien un risque qui est de plus en plus fort, puisque les flux d'informations sont quasiment aujourd'hui, enfin totalement aujourd'hui, digitaux entre tous ces acteurs-là.
Donc, pour faire cette fois-ci un petit peu plus aller encore un peu plus concrètement dans la prise de valeur, et avant de passer la parole à mes confrères, on va repartir un petit peu de la base, et on va se redire ensemble, on va partager ensemble finalement la valeur d'un produit, la valeur financière d'un produit ou d'une marchandise, comment est-ce qu'on la constitue. Alors, si on reprend notre schéma qui part du fournisseur qui va aller jusqu'au client, en premier lieu, on va parler bien entendu des coûts d'achat, des composants, de la matière, des prestations, tout ce dont on va avoir besoin, une entreprise qu'elle va acheter pour fabriquer son produit. Donc ça, c'est un premier élément de valeur financière qu'il faut prendre en compte. Bien entendu, le flux d'approvisionnement et tous les coûts de transport qui sont associés à ces flux d'approvisionnement vont être là aussi importants, avec toutes les problématiques de taxes douanières, d'assurance transport qui vont avec. On va bien entendu produire, assembler, fabriquer ces produits-là. Donc on va avoir de la main-d'œuvre directe de production, on va avoir des coûts de maintenance, on va avoir des coûts de stock, de semi-fini, on va avoir tous ces coûts-là qui vont rentrer dans ce qu'on appelle les coûts de production. Ensuite, il y a des coûts d'environnement ou des coûts de recherche et développement, de frais généraux, d'administration, bien entendu, et de services après-vente quand on a des produits sous garantie. Et on a des coûts de distribution qui, on le verra juste après, en termes de coûts de distribution, on peut mettre différentes choses. La plupart du temps, on met bien entendu toute la chaîne logistique aval de distribution des produits et des services, mais il y a également la partie marketing, la partie publicité qui peut représenter des coûts très très importants. Tout cela rentre, l'ensemble de ces coûts, l'ensemble de ces valeurs, c'est ce qu'on appelle le coût de revient, le prix de revient d'un composant ou d'un produit. Et à la sortie de cela, on va rajouter une marge. Cette marge va nous amener au prix de vente. Donc c'est une vision assez simplifiée, assez globale, hein, mais qui vous redonne un petit peu le cadre de réflexion qu'il faut avoir quand on parle de prix de revient versus prix de vente. Et on voit bien que, je dirais, l'ensemble de notre supply chain va générer un prix de revient. À la fin, bien entendu, on a une marge commerciale associée à ça. Cette marge-là, finalement, sa problématique, entre guillemets, c'est qu'elle va être, entre guillemets, partagée entre tous les acteurs de la chaîne, notamment qui vont constituer la partie aval, la partie chaîne de distribution. Si on est dans un cadre où on est dans le retail et on a des grossistes qui prennent une partie de cette marge-là, il va y avoir, au global du produit, une marge qui va se partager entre les différents acteurs. Donc voilà un petit peu le cadre de réflexion, prix de revient, prix de vente qu'il faut avoir en tête. Et on voit bien qu'on a un ensemble de coûts qui viennent de la supply chain. Alors on va prendre trois cas, trois illustrations pendant un petit peu la suite de notre présentation pour continuer à illustrer le propos et le rendre le plus concret possible de supply chain. Le premier que l'on va prendre, ça va être le make to order et donc le secteur automobile. Donc ça veut dire quoi make to order? Ça veut dire que globalement, vous commandez une voiture, à partir du moment où vous la commandez, elle va être fabriquée en fonction de votre commande, avec vos finitions, avec les différentes options que vous avez souhaitées, à moins qu'elles soient en stock, elles ne soient pas vendues, mais là, globalement, on peut parler de make to order dans ce cadre-là. Ces supply chains-là, et celles de l'automobile, ce sont des supply chains avec énormément d'acteurs. C'est plus de 3000 fournisseurs directs, c'est plus de quelques dizaines de milliers de fournisseurs indirects, enfin rang 2, rang 3, c'est très important. C'est plus de 10 000 pièces par voiture, c'est une complexité folle. Et puis c'est un sourcing complètement mondialisé. On va chercher des pièces automobiles dans le monde entier, bien entendu, pour fabriquer nos véhicules. C'est aussi une production mondialisée. Il est clairement aujourd'hui commun de fabriquer une voiture au fin fond de l'Europe de l'Est pour la vendre en France et également pour certaines marques étrangères comme peut être les marques japonaises de fabriquer des voitures au Japon et de les vendre en France. Voilà, c'est une production complètement modélisée avec énormément de flux de produits finis cette fois-ci qui vont transiter dans des énormes cargos d'un point du monde à l'autre. Donc énormément de flux divers, transport routier, transport maritime, etc. pour amener le véhicule jusqu'à vous dans énormément de points de vente qui sont les concessionnaires que vous connaissez bien. Deuxième secteur dont on va parler du luxe. Dans une logique make to stock, hein, aujourd'hui les entreprises de luxe
garde une fabrication très importante, une confection en propre, donc elles fabriquent et mettent en stock pour ensuite livrer dans une chaîne de distribution de magasins, donc qu'elles possèdent quasiment en majorité, en tout cas, c'est plus de 55% des points de vente dans les marques de luxe qui appartiennent à la marque. C'est très important. Quelques fournisseurs, on est donc nettement moins de fournisseurs que dans l'automobile, souvent à très fort savoir-faire et assez localement et assez locaux. On parle, dans les marques de luxe françaises, on parle de sourcing plutôt européen et assez proche, soit français, soit italien, bien entendu, ou assez proche de ces zones-là. Donc des marchandises à forte valeur ajoutée et je dirais une forte valeur qui est apportée lors de la confection, lors de la production, surtout venant du design et de la conception, et une saisonnalité très forte. Et puis la dernière supply chain qu'on va prendre comme exemple, c'est celle du retail. Cette fois-ci, on parle de produits qui sont des produits marchands, avec c'est un marché de commodité, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fournisseurs qui sont en capacité de fabriquer ces produits-là en très grande quantité, de les fabriquer très vite, puisqu'on est sur des logiques dans le retail, notamment dans le retail pour les vêtements, pour l'habillement, on est sur des sujets. On a la tendance fast fashion qui existe depuis plusieurs années, donc on est dans les lancements très tendus, très soutenus, très nombreux dans une année pour mettre à disposition ces produits-là. Et puis on va avoir beaucoup de stocks intermédiaires avec des grossistes, avec toute une chaîne de logistique assez complexe et une distribution dans le retail qui est de plus en plus, enfin qui est d'ores et déjà, mais c'est le cas depuis plusieurs années, mais ça se développe et ça se développe encore, qui est totalement multicanal. Donc vous pouvez acheter votre vêtement sur Internet, il va vous être livré dans un colis, vous pouvez aller dans une boutique, vous pouvez aller dans une chaîne de grande distribution acheter votre vêtement. Vous pouvez absolument en acheter partout et de toutes les façons possibles. Donc on est totalement dans l'omnicanal sur les produits marchands et sur le retail. Donc voilà un petit peu planter le décor de la supply chain, et puis je vais passer la main pour parler à indemnisation. Alors, merci Thibault. On voit en effet que le voyage du produit peut être semé d'embûches. Donc, une fois que le risk manager a identifié ces risques, a identifié cette valeur, Frédéric, quelles sont les solutions pour lui pour déclarer son risque à l'assureur et optimiser sa couverture d'assurance? Voilà, bonjour à tous. Donc en fait, afin d'illustrer concrètement cette problématique de la valorisation de la marchandise au cours de son voyage, non pas de Chihiro, mais dans la supply chain, j'ai effectué une enquête auprès d'une vingtaine de comptes du département dommages, c'est à la fois des clients et des prospects, et sur un échantillon équiréparti entre des clients industriels et des clients de retail, donc de commerce. On va trouver dans l'industrie aussi bien de l'automobile, du luxe, cosmétique, agroalimentaire, pharmacie, et au niveau du commerce, de la distribution spécialisée ou de la grande distribution. Voilà. Donc la typologie de ces différentes filières a été également, j'ai veillé que dans l'échantillon, on trouve à la fois de la filière ou de la supply chain intégrée ou non, c'est-à-dire une filière intégrée étant une filière à faible sous-traitance, c'est-à-dire que l'entreprise considérée fabrique elle-même ou transporte elle-même, et une filière non intégrée, c'est donc évidemment l'inverse. Et on a également caractérisé le fait d'avoir des filières oligo-fournisseurs, c'est-à-dire quelques fournisseurs à quelques dizaines de fournisseurs, industrie pharmaceutique par exemple, ou des filières polyfournisseurs, c'est-à-dire plusieurs centaines à plusieurs milliers, comme c'est le cas dans la cosmétique ou dans l'automobile. Donc la question posée dans cette enquête a été de se questionner sur la valorisation de la marchandise au sens large, tant d'un point de vue base d'indemnisation que d'un point de vue collecte de capitaux, c'est-à-dire valorisation pour le calcul de l'assiette de prime, tant pour les produits finis et marchandises négociées, dans le cas du retail, que pour les autres stocks, c'est-à-dire les stocks de les matières premières, les encours de production et les produits semi-finis. Voilà. Donc le résultat de l'enquête, alors déjà je vais vous parler de la base d'indemnisation, après on parlera des sujets d'assiette de prime. Donc sur la base d'indemnisation, on observe que finalement les résultats sont assez contre-intuitifs. Et vous allez voir que ça qui s'explique, enfin du moins c'est la thèse que je soutiens. On observe que dans le cadre de l'industrie, on a une majorité
dans l'échantillon considéré de produits finis et de marchandises négociées indemnisées en prix de vente, donc je dis bien pour l'industrie en prix de vente, et dans le commerce, on trouve beaucoup moins d'indemnisation en prix de vente. Alors vous allez dire, c'est bizarre, parce qu'on aurait tendance à se dire le commerce c'est prix de vente, l'industrie prix de revient, enfin, c'est ce qui paraît très logique comme ça. En fait non, enfin, en tout cas c'est pas ce que donne le résultat de l'enquête, mais surtout en fait on peut l'expliquer de manière rationnelle, dans le sens où finalement dans l'industrie on va avoir tout ce qui est du make to stock, donc l'automobile, le make to stock ou ce que j'appelle moi le pseudo make to stock, le make to order pardon, comme l'automobile, ou le pseudo make to order. Je pense par exemple un cas vécu d'un fabricant de caisses à huîtres qui fabrique entre mars et octobre, qui vend aux ostréiculteurs en novembre-décembre. Si vous avez un incendie, ce qui fut le cas fin octobre, à ce moment-là, le stock était dimensionné normalement en fonction des besoins. Et on peut imaginer, on peut considérer que finalement, le stock tel qu'il a été, tel qu'il existait au moment du sinistre, était un stock quasiment réalisé d'un point de vue vente. Alors ensuite, on pourra toujours en discuter et ça fera l'objet d'une expertise. Donc, on voit bien que finalement, il y a une certaine logique à considérer finalement que dans certains types d'industries, en tout cas, on soit effectivement, il y ait une certaine légitimité à être en prix de vente, c'est-à-dire concrètement d'embarquer la marge bénéficiaire dans l'indemnisation. A contrario, dans le domaine du commerce, vous imaginez une réserve, je sais pas, une réserve bazar, une réserve alimentaire dans un hypermarché, plusieurs milliers de mètres carrés de produits stockés sur des paletiers, vous imaginez bien que le stock n'est pas réalisé d'un point de vue vente, parce que c'est précisément l'objet même du commerce que de les mettre en vente. Donc voilà, donc il y a une certaine logique, et on le voit d'ailleurs quand on regarde les cas quand on est à forte sous-traitance, hein, finalement, quand on est à forte sous-traitance, on voit qu'on est moins en prix de vente que dans le cas inverse, ce qui est finalement assez logique, parce que finalement, quand on a un fort niveau de sous-traitance, des filières peu intégrées, finalement, on a embarqué le prix de vente des sous-traitants dans le prix de revient. Hein, parce qu'en fait, tout est question de bornes auxquelles on considère les enjeux financiers, en fait. Hein. Et quand vous avez une entreprise qui a beaucoup sous-traité, ben finalement, quand on arrive à un certain stade et qu'on considère le prix de revient, en fait, vous avez intégré le prix de vente des sous-traitants. Donc la marge, en fait, voilà. Pour les autres stocks, c'est-à-dire en cours de production, produits semi-finis, bien sûr matières premières, on est systématiquement dans l'échantillon en prix de revient, ce qui paraît logique, même si c'est des choses qui peuvent aussi se challenger, on en reparlera. L'assiette de prime. Alors, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord dans la salle. C'est un propos un peu transgressif, mais qui, pareil, repose sur du rationnel. En tout cas, le premier rationnel, c'est le résultat de l'enquête. On observe que dans un certain nombre de cas, je parle des produits finis et marchandises négociées, on a une dissymétrie entre la base d'indemnisation en prix de vente et l'assiette de prime en prix de revient. C'est le cas sur 8 cas, 7 en industrie et 1 en retail, qui sont indemnisés en prix de vente dans l'échantillon. 3 cas sur 8, donc près de 40%, l'assiette est en prix de revient. Alors on va se dire, super, le courtier a bien négocié, on pousse un peu mémé dans les orties, si j'ose dire. Mais en fait, non. Non, parce que finalement cette dissymétrie, parce que finalement, ce n'est pas la normalité. Si on considère que finalement, j'ai oublié de le dire, mais dans l'échantillon, tous les assurés, les 20 assurés, sont assurés en perte d'exploitation. Hein, c'est important. Donc, on considère que finalement, ces assurés ont payé une prime, si j'ose dire, sur l'assiette de la représentation du risque de la marge brute, finalement, hein, de la PE. Et il y aurait, hein, pour reprendre des propos de Christelle, finalement une double perception de prime à considérer qu'on assoit la prime sur le prix de vente. Voilà. Alors, c'est évidemment pas aussi simple que ça. Hein. C'est des choses qui se négocient, c'est des choses qui se considèrent en fonction des cas de figure. Mais en tout cas, voilà. Et si on prend les assureurs de transport, je ne suis pas assureur de transport, mais je suis allé voir mes collègues du transport, et en discutant beaucoup avec eux, je me suis rendu compte que cette dissymétrie est souvent appliquée en transport. Parce qu'on a le cas qui apparemment est classique, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de la base d'indemnisation dans le trading en CIF, en incoterm Cost Insurance and Freight, plus généralement un peu de pili-pili, 10%, 20% pour intégrer un peu de marge. Et on a des fois une bijectivité entre assiette de prime et base d'indemnisation. Mais il y a beaucoup de cas où on a une prime forfaitaire, où on a une prime qui est régularisée sur des inducteurs que sont la sinistralité, que sont le chiffre d'affaires, qui sont donc des inducteurs dissymétriques de la base d'indemnisation. Donc finalement, rien de transgressif à tout ça, au contraire. Et pour les autres stocks, effectivement, les assiettes de primes sont toujours également
en prix de revient. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a une chose importante à retenir, c'est que vous pouvez payer une prime sur la base d'un coût de revient et être indemnisé en prix de vente. Ça, c'est très important de retenir cela. Mais maintenant, dans la vraie vie, Xavier, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu lors de l'indemnisation d'un sinistre qui peut un peu bloquer ce principe ? On vous expliquait qu'a priori, vous ne payiez pas 2 fois pour le même service, mais encore faut-il s'assurer qu'une fois que vous avez payé une fois, le service sera bien rendu. Donc naturellement, comme tous les médecins, je ne vais voir que le mal, mais c'est pour pouvoir rentrer un peu, pour dire tout ce qui va finalement s'opposer au plan que vous aviez pu élaborer, à savoir j'ai une police d'assurance que j'ai bien négociée avec mon courtier. Celui-ci, a priori, doit m'assurer, en tout cas cette police doit m'assurer l'indemnisation du prix que j'avais envisagé, prix de revient au prix de vente, d'une part, et dans des délais relativement raisonnables. Parce que si je suis indemnisé dans 6 ans, ça me plaît peut-être un peu moins. En tous les cas, je n'aurais pas nécessairement souscrit une assurance. Et à ce titre, c'est de voir un peu les zones dans lesquelles vous allez finalement rencontrer des difficultés. Donc on va évoquer quelques cas concrets. Mais en tous les cas, déjà, remettre ou injecter dans la matière conventionnelle que nous avions, police d'assurance est purement conventionnelle. Vous le savez, le Code des assurances ne dit absolument rien sur l'indemnisation, à l'exception d'une mention générale. On n'indemnise pas plus que la valeur du bien. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit de la matière. Et donc, on s'organise comme on l'est. Les polices d'assurance, rares sont les polices d'assurance qui vont rentrer dans le détail. On se retrouve ensuite, après un sinistre, à devoir valoriser quelque chose. Dans cette valorisation, quelques points à prendre en considération. La première, c'est que si la police ne dit rien, les réflexes pavloviens vont quand même conduire les uns et les autres à appliquer une partie du droit commun, alors qu'il s'appliquera ou pas, mais il existe. Et puis il y a une deuxième chose qu'on ne peut pas non plus ignorer, c'est que l'assureur, assez légitimement, va vouloir aussi, s'il a la possibilité d'exercer un recours récursoire contre le tiers victime, pourra avoir la tentation bien légitime de se dire, bon, bah, moi, une fois que j'aurai indemnisé mon assuré, même si je sais que l'application des franchises, des indemnités forfaitaires feront que je n'aurai pas peut-être un recours à 100%, mais entre le recours que je n'ai pas à 100% parce que ma police prévoit des clauses particulières, je ne veux pas non plus m'exposer au recours à 0%, puisqu'à la fin du mécanisme, je me retrouverai à avoir indemnisé mon assuré, faire un recours et 6 ou 7 ans plus tard, qu'on l'on vienne me dire, expert judiciaire ou autre, que l'on vienne me dire que finalement mon préjudice ne vaut rien car il n'est pas justifié, ou en tous les cas justifié selon les critères du droit commun. Expérience vécue avec un certain nombre d'entre vous, et donc 20 ans de rente pour certaines expertises judiciaires, donc un peu longues quand même. Donc quelques rappels quand même, assez sommaires. Donc on est en droit commun. Les grands principes, c'est l'indemnisation, le préjudice, la réparation intégrale du préjudice. J'ai trouvé, je crois, le plus vieil arrêt qui vous dit la formule. C'est un arrêt de la Chambre sociale, 1962. Donc, principe qu'il faut quand même rappeler de temps en temps, parce qu'il peut avoir tendance à être oublié, sans perte ni profit. Et sa déclinaison, en 2015, c'est un faux semblant. Il n'est pas nécessaire que la victime limite son dommage. Elle ne doit pas l'aggraver, mais elle n'a aucune obligation de la limiter. Et je précise que le projet d'ordonnance, qui est court depuis maintenant 1 an et demi, ce qui va réformer le code civil, ne prévoit toujours pas d'obligation de limiter son préjudice. Ça peut l'être dans la police d'assurance. Vous pouvez avoir des obligations de l'assuré de faire en sorte de limiter. En droit commun, il n'y a aucune obligation de limiter son préjudice. Une deuxième peut-être lieu commun ou idée, mais dont on voit aujourd'hui qu'il ressort de temps en temps, il n'y a pas de coefficient de vétusté dans le dommage. La vétusté est une notion purement assurantielle. À quelques exceptions près, on trouvera toujours 1 ou 2 arrêts de la Cour de cassation qui sont cités à longueur de temps. Il n'y en a que 2. C'est des arrêts d'espèces qui sont très particuliers, qui concernaient en plus vraiment de la perte immatérielle sur la valorisation de fonds de commerce, très particulier. Donc le principe de vétusté n'existe pas, ce qui veut dire qu'éventuellement, si on a une indemnisation qui tient compte d'une partie de cela, on va trouver ce compromis. Donc finalement, une fois qu'on a déjà posé cela, qu'est-ce qu'on va trouver ? Bon, d'abord, comme je l'ai dit, ou on peut l'exposer, le premier mouvement, c'est de dire si jamais j'ai une atteinte à un bien, en principe les polices d'assurance, à quelques exceptions près, on va dire que les usages, c'est que je n'indemnise que des dommages matériels. Donc on distingue, on sait toujours, est-ce que j'ai ou pas un dommage matériel, ou est-ce que je n'ai pas un dommage matériel, et à exception de quelques volets, en principe, la police n'a pas vocation à s'appliquer.
Le deuxième, c'est qu'une fois qu'on a dit cela, j'ai une police d'assurance et puis elle doit garantir à l'assuré le fait qu'il va donc devoir être indemnisé en délai. Le police d'assurance, l'assureur veut faire son recours et donc on a potentiellement, et c'est ce qu'on va éclairer maintenant, un premier sujet ou un premier problème qui va a priori éclairer peut-être la source de la difficulté. Tableau, alors je suis désolé, c'est moi qui l'ai fait, donc je n'ai pas le talent de graphique que des autres. Mais globalement, si on regarde, vous avez deux colonnes assez simplissimes, mais qui montrent après finalement dans le détail ce qui va arriver. Si je suis dans un cas de droit commun, je suis dans une supply chain, j'ai des marchandises qui ont été affectées, j'ai un incendie, la marchandise, je ne peux plus l'avoir. Je vais donc demander au tiers responsable, le cas échéant, l'indemnisation de la perte de la marchandise. Je peux demander cette indemnisation au prix de revient. C'est un arrêt de la Cour de cassation 1975, donc solution assez ancienne. Il n'a pas été revenu dessus, sauf toujours un cas ou deux particuliers, mais là, en droit commun, j'indemnise en prix de revient. Et puis pour la suite, je vais avoir la perte d'exploitation éventuellement attachée à cette perte de marchandises. Et l'on sait que la perte de marchandises ou la perte d'exploitation liée à cela peut trouver deux grandes familles. Si j'avais une quasi-certitude de la vente, j'avais pu établir que la vente était quasi certaine, j'aurais une indemnisation de la perte d'exploitation. On va faire ce chemin avec le juge, le cas échéant, de considérer que la vente m'a été interdite et soit j'avais signé une vente et elle a été annulée parce que je n'ai pas pu livrer, ce qui est finalement le meilleur cas pour la perte d'exploitation, parce que j'ai justifié que la marchandise était déjà vendue, ou soit elle était très 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 proche de la vente, et là je suis sur la difficulté de la pertinence de mon business ou de mon budget, globalement pour expliquer que dans mon budget ou dans mes statistiques, j'étais très proche de la vente. Et puis à l'autre extrémité, et c'est notamment dans le retail qu'on va avoir ça notamment, où on sait que ce n'est pas parce que je vais mettre en vente sur mes plateformes de vente un certain nombre de produits que je vais nécessairement tout vendre. Les soldeurs sont là pour démontrer qu'a priori, je ne vends pas tout. Donc on va avoir cette difficulté de la perte d'exploitation qui finalement va ouvrir un champ de discussion entre perte d'exploitation véritable, donc la marge que j'aurais faite sur cette vente, ou simplement perte d'une chance de le faire. En matière d'assurance, en fonction de la police, on va voir que c'est un peu différent, notamment si j'indemnise en prix de vente, puisque si c'est en prix de vente, il y aura eu un accord, une discussion entre l'assureur et l'assuré au moment de la souscription de la police. On aura convenu tous qu'a priori, le modèle fait que je vais indemniser perte de vente parce que d'une certaine manière, on va considérer que ma marge est embarquée et certaine. Et moi, assureur, je vais donc indemniser sur de la perte de vente. La Cour de cassation, je vous cite un arrêt très récent, mais c'était juste pour rappeler que la Cour de cassation rappelle de manière régulière que la matière entre assuré et assurance ne relève que du contractuel et que si jamais le contractuel est là, la Cour de cassation n'a pas à s'immiscer dans cette relation. Donc elle s'impose, même si l'assureur pourrait vous dire « Ah ben finalement, dans le cas considéré qui est là, on avait une indemnisation au prix de vente qui est prévue, mais il me semble que le droit commun, la justice, ferait que pour ce cas précis, je ne vous indemniserai qu'en prix de revient parce que finalement, le cas était moins certain. Vous avez signé une police d'assurance, dit la Cour de cassation, c'est un prix de vente, c'est écrit dans la clause, vous indemnisez en prix de vente, vous l'assureur, même si au cas d'espèce, il vous apparaît que finalement, le cas rencontré pratique n'était pas celui que vous aviez. Mais reste que la difficulté, c'est que moi je suis l'assureur après avoir payé, et si je suis l'assureur, c'est vrai que dans un cas qui me paraît un peu tangent, je peux être un peu embêté, puisque je vais quand même avoir le fait que je vais payer un prix de vente, donc une marge embarquée, donc une perte d'exploitation qui a par définition une vérité contractuelle. J'ai fait d'une hypothèse factuelle, j'en ai fait une vérité contractuelle. Mais cette vérité contractuelle, je ne peux pas l'opposer au tiers responsable et qui, lui, ne manquera pas de me dire que, naturellement, il lui semble que le postulat que j'ai fait est un postulat un peu osé et que, a priori, je n'ai pas démontré que j'ai pu faire cette chose-là. Ça, naturellement, complexifie parce que le cas est très simple entre la simple perte de chance et la marge embarquée certaine, vendue, puisque dans les cas de figure, il est rare qu'on ait des choses très claires. Et en général, vous assurez, si vous avez un dommage, vous aurez plutôt tendance à considérer que naturellement, vous auriez vendu. Votre business plan, de toute façon, et votre budget est naturellement robuste. Il a naturellement été fait après un cycle itératif qui a commencé en février pour se terminer en décembre. Donc, pour dire qu'il est robuste, l'assureur vous a cru plus ou moins, et puis évidemment, le tiers responsable, beaucoup moins, et vous cite naturellement tous les cas de Nokia à BlackBerry pour vous expliquer qu'a priori, si c'était comme ça, tout se passerait bien. Donc, on a un peu cette difficulté qui est là, qui va être éclairée là-dessus, et dans cette chose-là, on a souhaité vous exposer globalement aujourd'hui, finalement, quand il y a une discussion, qu'est-ce qui va permettre de faire la part des choses ?
qu'est-ce qui va nous autoriser à pouvoir dire l'un ou l'autre, finalement, il faut trancher, on va arriver, est-ce que c'était une perte réelle, pas une perte réelle, est-ce que si j'ai valorisé ma marchandise ou si j'ai valorisé ma perte d'exploitation, qu'est-ce qui va nous permettre, en tous les cas, de trouver un langage commun, sachant qu'après, le lien de causalité et l'ampleur du dommage reste du fait. Mais comment je vais trouver ça? Donc c'est plus largement la question de la valorisation, puisque j'ai la perte de marchandises. En perte de marchandises, on va donc intellectuellement distinguer deux choses. Le prix de revient, donc le coût de la marchandise, et versus, on va dire, la marge, qui est simplement ce que je vais réaliser une fois que j'aurai fait mon prix. Tout ceci, finalement, va se retrouver pour grosse partie en valorisation dans la comptabilité. La comptabilité, on ne sait jamais exactement ce qu'il en est lorsqu'on vient faire une expertise, puisque finalement, on a une comptabilité qui est là, la comptabilité générale, mais dans vos comptabilités, il est rare qu'on travaille sur la comptabilité générale, on va plutôt travailler sur la comptabilité analytique. Et il y a un débat généralement sur ce que vaut la comptabilité analytique, comptabilité générale. Donc déjà, aussi quelques rappels. La comptabilité générale est la seule qui existe dans le code de commerce. La comptabilité analytique n'existe pas. Donc seule la comptabilité générale existe. Et une première surprise, d'ailleurs, que j'ai creusée, il y a une divergence au sein de la Cour de cassation sur la valeur probante des documents comptables et surtout sur la capacité d'une société à opposer à des tiers, son assureur ou le tiers responsable, d'opposer à ces tiers sa comptabilité. Le texte, là, vous dit que globalement, si je suis un commerçant, que je tiens une comptabilité régulière, on peut m'opposer ma comptabilité. C'est normal, c'est un document, il vient de moi, et selon les règles de droit commun, tout ce qui vient de moi peut m'être opposé. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que finalement, la comptabilité peut être opposée au tiers. Et elle peut être opposée au tiers selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui vous dit, et de manière assez régulière, si votre comptabilité est bien tenue. Et naturellement, si j'ai des experts comptables sérieux et des commissaires aux comptes tout aussi sérieux, j'aurai peut-être un présupposé de sérieux et de tenue régulière. Si j'ai cela, certes, ma comptabilité n'a pas la même force qu'un acte authentique de notaire. Mais pour autant, dit la Cour de cassation, elle est déjà un commencement de preuve. Elle est une preuve, et finalement, c'est au tiers à qui je vais l'opposer de démontrer qu'elle n'est pas sincère, qu'elle n'est pas régulièrement tenue. Ça, c'est ce que dit la chambre commerciale. En revanche, la deuxième chambre de la chambre civile, qui est celle qui, le cas échéant, appliquera les difficultés d'application d'une police d'assurance, est plus prudente sur ce point et a tendance à considérer que la comptabilité générale ne peut être comprise ou n'a de valeur probante qu'autant qu'on aura sorti tous les documents qui la fondent, à savoir les contrats et les factures. Donc en tout cas, c'est cette première distinction et qui pourra avoir une distinction puisque si j'ai une difficulté avec mon assureur, dans l'exécution de ma police, je finirai à la deuxième chambre de la chambre civile de la Cour de cassation. Si en revanche mon assureur, dans le cadre d'un recours récursoire, va finalement aller chercher la responsabilité du tiers responsable, il n'est pas invraisemblable qu'il finisse à la chambre commerciale. Donc on a une dichotomie, puisque dans mon analyse avec mon assureur, l'assureur pourra me dire, moi, si un jour il y a un problème, on va aller devant la deuxième, et il n'est pas sûr que vos documents comptables que vous me produisez là, qui sont paroles d'évangile, il n'est pas sûr qu'on les reçoive comme tels. En revanche, une fois que je vous aurai indemnisé sur la base des documents comptables que nécessairement vous m'aurez remis, puisque vous assurez, vous êtes contraint, obligé, de par ma police, de par les grands principes, de contribuer avec moi à l'exercice de mon recours, donc vous ne pouvez pas vous laver les mains une fois que je vous ai payé votre indemnité, vous pouvez pas dire on se revoit dans 156 ans, vous êtes à mes côtés jusqu'au bout. Et on ira devant la chambre commerciale, et là, tous les petits soucis éventuellement que je vous ai posés sur l'indemnisation n'existeront plus, puisque document de valeur probante. Une première singularité. Comme je le disais, cette règle ne vaut que pour la comptabilité générale, pas la comptabilité analytique sous certaines réserves qu'on va évoquer. Question qu'il peut avoir ici, bon, certes, ma comptabilité générale a une valeur probante en tant que telle, peut-être. La comptabilité analytique ne l'a pas, mais on sait qu'aujourd'hui, la comptabilité analytique, c'est évidemment que des requêtes sur SAP, et que SAP aujourd'hui, la première mission que va faire votre expert comptable lorsqu'il va venir chez vous la première année, et dans les 6 ans, il va auditer a priori tout votre système SAP. Donc ça veut dire qu'en principe, mon système SAP, à l'expiration des délais de 6 ans, il a été contrôlé dans tous les axes, et on peut dire que commissaire aux comptes, qui est une mission légale, a priori, devrait valider mon SAP. Malheureusement, c'est bien ce qu'on essaie de lutter dans certaines commissions auprès de la Cour de cassation et le tribunal de commerce de Nanterre et de Paris, c'est un leitmotiv pour une partie des avocats,
malheureusement, entre guillemets, aujourd'hui, on n'a pas encore statué véritablement sur la valeur probante des documents des commissaires aux comptes, et ça ne reste qu'un élément parmi d'autres, mais qui ne justifie pas, à quelques exceptions près, lorsque le commissaire aux comptes se voit confier des missions très ponctuelles, alors il y a une quarantaine, par la loi, qui vous demande d'attester d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire notamment rémunération des dirigeants et autres, etc. Donc sur des points très ponctuels, il y a une quarantaine, là, la loi dit à l'expert comptable, vous avez le devoir d'attester, donc de vérifier, et ces documents sont productibles dans le cadre d'une procédure et ont une vraie valeur probante. La deuxième question qu'on pouvait se poser aussi, que pour ma part, en tant qu'avocat de victime, je pose souvent au tiers responsable en me disant, au moins j'ai la réponse invraisemblable. Bon, vous êtes en train de contester ma perte d'exploitation, la structuration de la perte ma structuration de perte d'exploitation, pardon, ou la manière dont j'ai aggloméré mes différents coûts pour arriver à mon prix de revient. Vous considérez que j'ai optimisé finalement ma perte et autres. Enfin, finalement, c'est votre avis. Mais je relève que, en fait, cette marge, elle est dans mon groupe, elle vient d'un autre pays, que j'ai eu des prix de transfert et que j'ai donc passé le crible des prix de transfert, et qu'a priori, si j'ai passé les cribles du prix de transfert, j'ai quand même passé l'épreuve du feu. Donc pourquoi venir aujourd'hui et revenir dessus, me quereller cela, ou même si je n'ai pas eu de prix de transfert et que ça reste sur le territoire français, j'ai eu 3 contrôles fiscaux récemment et ils m'ont peut-être redressé sur 50 postes, mais sur celui-ci, il a été validé et je ne vois pas la raison pour laquelle aujourd'hui on viendrait me voir. Bon, malheureusement, une fois que vous avez subi le feu fiscal avec plus ou moins de succès, même si on vous a tamponné comme respectant le droit fiscal, ça n'est pas un argument qui pourrait opposer à des tiers responsables en principe de l'autonomie du droit fiscal. Le droit fiscal vit sa propre vie et ce n'est pas parce qu'un inspecteur des impôts ou que la direction générale des impôts vous aura donné un quitus que vous pourrez l'opposer à vos tiers responsables sur ces points-là. Alors c'est sur ces quelques réflexions, et pour ouvrir le débat après, pour la suite, qu'on a voulu évoquer 3 zones de difficulté sur lesquelles on ne va pas forcément donner des réponses, mais des axes de réflexion, puisque c'est Frédéric qui ensuite présentera une partie des solutions qu'on peut trouver, notamment dans les polices d'assurance. Le premier cas, donc effectivement, c'est cette difficulté. J'ai de la marchandise, elle est dans un entrepôt, et puis à l'occasion d'un sinistre, une partie de la toiture s'effondre, par exemple, et puis cette toiture la zone est inaccessible. La zone est inaccessible. J'avais commandé cette marchandise, elle présentait ou pas une particularité, et cette marchandise devait être livrée à un client, à une date, dont j'ai une facture, elle est bien là, et je devais la livrer au client. Malheureusement, la zone est inaccessible, et je peux peut-être être interdit d'y accéder avant 2, 3, 4, 5 mois, je ne le sais pas, parce que d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra y accéder. La première question qui se posera sur la quantification, si je veux une indemnisation, parce que ça peut être un peu long, on se rappelle que j'ai pris, moi, une police d'assurance pour le cas échéant être couvert assez rapidement, c'est que je suis assuré, je dois prendre une décision. Première décision, est-ce que je considère que je vais attendre que d'avoir accès à la zone pour qu'on puisse faire l'inventaire de la marchandise et déterminer le cas échéant, celle qui n'est plus susceptible d'être mise sur le marché, celle qui ne l'est pas. Ou autre solution, on va considérer que finalement tout est perdu, puisque j'avais besoin de livrer pour février, elle sera peut-être disponible à partir de mars, donc on va considérer que je n'ai pas rempli l'obligation que j'avais de livrer, donc elle est foutue cette marchandise vulgairement. Ou alors, troisième possibilité que je peux avoir, c'est que je ne prends pas le temps d'attendre et je dois livrer, je vais sauvegarder ma marge finalement, et je vais donc recommander tout de suite les mêmes appareils, les mêmes équipements pour pouvoir livrer à mon client, et on verra ensuite, une fois qu'on aura accès à la zone, si ma décision était bonne ou pas bonne. Et donc on voit que là, on va avoir déjà une première difficulté par rapport à l'application de vos polices, c'est que si vous avez un dommage matériel, comme elle ne marche qu'autant qu'il est un dommage matériel, personne ne peut, pendant cette période, dire si le dommage sera ou ne sera pas matériel. Alors, je sais que c'est là. Vérifiez bien, on regardera, la notion de dommage matériel reste quand même dans les polices aujourd'hui des choses qui sont susceptibles d'être à plusieurs entrées. La valorisation, c'est à peu près la même chose, c'est que finalement ma marchandise, elle est dessous. Si j'ai identifié ma marchandise, est-ce qu'on va considérer prix de vente, prix de revient dans ce cas-là? Est-ce qu'on pourrait considérer, c'est le cas que j'évoquais, j'avais une valorisation en prix de vente, mais finalement la vente va se faire, donc le stock qui est là, finalement j'ai moi assureur, la possibilité de dire, vous avez finalement refait des stocks. Vous avez revendu, alors peut-être avec des surcoûts, vous avez la marchandise aujourd'hui, mais si je vous l'indemnise 2 fois en prix de vente, vous l'indemnise en prix de vente, vous avez vendu une fois finalement avec votre client, avec ou pas une marge, qu'importe, vous avez de la marchandise qui est restée dans l'entrepôt,
elle ne sera peut-être jamais vendue et je vous la vendrai quand même, et je vous l'indemniserai en prix de vente. Est-ce que ça ne me pose pas un problème philosophique? Ou éventuellement, je vous l'indemnise simplement en prix de revient, et là, ça me pose un problème contractuel. Deuxième cas qu'on peut évoquer de difficulté, bon, l'idée naturellement c'est que chacun pourra ensuite faire part de ses expériences ou ses critiques. Ensuite, la deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est les problèmes qu'on évoquait avec les prix de transfert, à savoir, finalement, dans la plupart des chaînes qu'on peut avoir dans des groupes, il n'est pas rare, notamment dans le luxe, il n'est pas rare que le retail soit dans des pays X, Y, Z, et qu'il y ait une plateforme finalement qui va centraliser les achats, et en général, cette centrale est hébergée dans un pays à fiscalité, on va dire, plus avantageuse que le point de vente. Or, en fonction de la manière dont moi, dans ma chaîne, je réorganisais mes transferts sur des filiales qui sont internes, j'ai d'une certaine liberté pour pouvoir organiser cela dans les limites des prix de transfert. Or, lorsque je vais avoir un dommage qui va affecter ma marchandise dans le retail, il est évident que si dans le prix du retail, dans son prix de revient, a embarqué 99% de la marge du groupe, c'est vrai que moi, assureur, si jamais j'ai signé une police en prix retail, prix de revient, je peux quand même me dire, oui, mais enfin finalement, comme votre prix de revient, il arrive et j'ai déjà 99% de la marge qui a déjà été indemnisée, de fait, finalement, ça conduit à ce que je vous indemnise de fait le prix de vente, minus moins quelques pourcentages là-dessus. Donc on a un peu ces difficultés-là qui ne sont pas si rares que ça, parce que dans le cadre du recours, c'est en tous les cas, le tiers responsable ne manquera pas de vous dire, finalement, avec ce mécanisme-là, vous tenez pour sûr quelque chose qui ne l'est pas, dès lors que ça rentre dans votre plateforme de commercial, vous considérez finalement que ça a été vendu et le retail ne va avoir qu'une marge très faible. Et finalement, vous avez votre aléa qui pèse sur un détail, sur une assiette très très faible. Dernier exemple qui arrive assez régulièrement, la marchandise peut avoir une grande saisonnalité. Alors on sait globalement déjà qu'il y a des fêtes de Noël, on a les soldes, on peut avoir, j'ai l'exemple en tête d'un sinistre qui était arrivé au moment d'un lancement d'un produit de parfum, et les lancements de parfums ou de médicaments, vous avez des rampes de démarrage, ou si vous êtes le premier entrant sur un parfum, des statistiques, mais les statistiques vous disent que vous allez durablement conquérir 20% du produit. Et si malheureusement quelque chose vient s'opposer à la mise sur la chose, non seulement vous perdez la marchandise le cas échéant, mais vous perdez un peu votre leadership et vous perdez durablement. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir cette tentation ou autre entre l'assureur qui va vous indemniser peut-être en prix de vente à une marchandise qui n'aurait peut-être pas été vendue ou qui dans la réalité, puisqu'on va reconstituer, que se serait-il passé si le préjudice n'avait pas eu lieu, et vous dire finalement, vous tenez en prenant un prix de vente que je vais avoir par exemple pour le 23 décembre, ma marchandise est là, vous partez du principe que vous l'auriez nécessairement vendue, maintenant j'en suis pas sûr et je vais vous indemniser à un prix de vente une marchandise dont peut-être 20, 30, 40, 50% n'aurait finalement été vendue que 3 semaines plus tard dans le cadre de solde. Donc d'une certaine manière, est-ce que je ne peux pas vous opposer, moi, assureur, le fait que pour le coup, je vous indemnise au-delà de la valeur de la marchandise. J'ai un article 121-1 qui est d'ordre public, qui s'oppose à indemnisation, et là, je ne vous indemnise pas. Voilà les cas que je voulais évoquer avec vous pour que Frédéric puisse maintenant vous présenter les solutions assurantielles à ce sujet. Alors peut-être juste, avant de laisser la parole à Frédéric, résumer brièvement les propos de Xavier. Vous l'aurez compris, 2 modes d'indemnité possibles, soit via le droit commun, soit via le droit des assurances. Vous êtes protégé si vous avez convenu avec votre assureur d'être indemnisé sur la base d'un prix de vente. Seulement, vous devez prouver la matérialité du dommage lors du sinistre à votre assureur et vous devez également documenter, prouver la perte de la valeur. Donc, comment éviter de telles choses trappes au niveau contractuel avec son assureur, comment optimiser ses couvertures d'assurance, son texte d'assurance pour éviter le jour J de ne pas pouvoir être indemnisé sur la base d'une valeur de vente. Donc, épineux sujet. Donc, comme vous l'avez compris, et je pense que maintenant ça devient clair au fur et à mesure de l'atelier, il y a une convergence entre la problématique de l'assurance des marchandises au sens large, et plus particulièrement des produits finis et des marchandises négociées, et de la perte d'exploitation, donc des enjeux immatériels. Donc, justement, et sans y passer 2 heures, parce qu'il y aurait de quoi y passer 2 heures, on a souhaité placer cette problématique de la perte d'exploitation dans le cadre de la supply chain relative aux marchandises, dans le cadre plus global, et ça fait écho aussi à l'analyse, à la cartographie qu'a présenté Thibaut tout à l'heure,
dans le cadre plus global donc des enjeux de perte d'exploitation dans la supply chain, que l'on connaît tous bien, et qui se résume en fait à 5 cas de figure. Donc je vais vous décrire, mais encore une fois rapidement. Donc premier cas de figure, c'est le cas le plus classique et le plus basique, c'est l'industriel pour lequel on considère les pertes d'exploitation subit un dommage matériel, un sinistre. Il est donc potentiellement entravé dans sa production, et il subit des pertes d'exploitation, donc cas classique, hein, il n'y a pas besoin d'expliquer plus avant. La solution d'assurance répondante en la matière étant le contrat des DPE de base, on va dire. Hein. Deuxième cas de figure, qui là est plus sensible actuellement, c'est le cas des carences de fournisseurs singulières. Hein, c'est le cas d'un sinistre singulier chez un fournisseur, donc incendie, pourquoi pas bris de machine, qui va donc entraver l'entreprise dont on considère les pertes d'exploitation qui du coup est tributaire. Thibault parlait de Recticel, hein, janvier 2017, qui a bloqué l'industrie automobile européenne représentant presque 1 milliard d'euros assurés, puis bien plus en économique. Et puis récemment, effectivement, tout le monde le sait, beaucoup de gens le savent dans cette salle, en mai 2018, le sinistre Meridian, donc aux États-Unis, qui a production de pièces en magnésium, qui a bloqué l'industrie automobile américaine avec un fort impact chez Ford surtout, mais aussi chez des constructeurs haut de gamme allemands, BMW, Volkswagen notamment. Donc là, on parle de plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui au global, transféré au marché de l'assurance, qui est colossal. C'est rien par rapport aux enjeux événements naturels, mais pour une matière aussi adverse que le CBI, c'est un impact énorme et qui est transformant au niveau du marché. Troisièmement, le cas d'un phénomène plus isotrope, hein, plus systémique, un phénomène régional, qui peut être un phénomène naturel, un phénomène anthropique aussi, hein, on pense aux violences politiques. Donc là, on a un certain nombre de fournisseurs ou d'entreprises, de sites de production, logistiques, qui sont touchés, qui dégagent donc une entrave. Et donc, dans ce cas-là, la solution répondante, c'est les carences de fournisseurs suite à l'événement, qui sont également dans le collimateur du fait des phénomènes de cumul, mais qui sont une vraie garantie, et on est bien dans le cadre de la supply chain. Quatrième cas de figure. C'est le cas des PE sans dommage, hein, ce qu'on appelle le NDBI, comme j'ai coutume de dire, NDBI, aïe, et qui est avec effectivement deux situations. Le cas de l'atteinte localisée, c'est-à-dire un assaillant, une épidémie, un développement par exemple de légionellose dans un système de climatisation d'un shopping center. Ça peut être un phénomène plus global, hein. On pense je sais pas, à la grippe aviaire dans la filière gras, du canard gras, pardon. On va penser aux nuages volcaniques que vous avez bien connus au printemps 2010 et qui effectivement a bloqué beaucoup de monde. On pense plus récemment au Yellow Jacket, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous avez tout ça à l'esprit, mais on a bien un phénomène d'entrave globale à la production sans pour autant avoir forcément eu de dommages. On peut avoir ces phénomènes pouvant être aussi de nature économique, hein, on peut avoir de la défaillance de fournisseurs ou de nature juridique, notamment retrait d'agrément. Donc dans ce cas-là, la solution répondante, c'est un marché en cours de développement, hein, qui est encore balbutiant. C'est les extensions PE sans dommage dans les contrats dommages, donc, hein, de quelques millions d'euros et plus si affinité. C'est les contrats dédiés, spécifiques, PE sans dommage, qui se comptent sur le doigt d'une main, mais encore avec une main qui aurait assez peu de doigts, on va dire. Il y a les contrats cyber, hein, pour les problématiques qui sont relatives à cela. Et puis ensuite, les solutions qui là sont en fort développement, CBI, dans le cadre des contrats violence politique. Je pense aux contrats donc, de menaces, aux contrats d'actives assaillantes, qui permettent d'apporter vraiment des solutions à ces sujets de paralysie du fait d'une menace terroriste, par exemple. Et enfin, cinquièmement, on arrive au cœur du sujet, mais c'est un des cas de figure de la PE dans le cadre de la supply chain, c'est donc les dommages aux marchandises. En fait, finalement, il y a deux phénomènes qui se recoupent en partie d'ailleurs. Il y a le phénomène par la destruction de la marchandise, on a donc potentiellement impacté les ventes, parce que finalement, les ventes dans les produits marchands, c'est les marchandises, c'est le support de la vente. Donc si on a détruit la marchandise, forcément, on a potentiellement, sous réserve des délais de reconstitution de stock, eu un impact sur les ventes. Donc il y a une relation totalement directe. Et puis deuxièmement, c'est une autre manière de voir les choses, mais qui est aussi très intéressante, c'est que la marchandise, le produit, a embarqué une marge
que ce soit d'ailleurs à son stade ultime de produit fini, mais aussi au stade de produit intermédiaire. Encore une fois, tout dépend à quel niveau. C'est un vrai sujet qui fait débat d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle la globalité des pertes. Hein. C'est savoir à quel niveau, à quelle borne on considère la perte d'exploitation dans un sinistre PE, justement. Le paradigme aujourd'hui, c'est de considérer, globalement, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on considère les bornes du groupe assuré, mais il y a une antithèse qui consiste à la considérer aux bornes de l'entité assurée, c'est-à-dire les filiales, parce que dans un groupe, toutes les filiales sont assurées indépendamment et doivent répondre à des enjeux de profit, à des enjeux sociaux, à des problématiques d'actes anormales de gestion. Donc, on ne peut pas renoncer à bénéfices comme ça, même quand on est dans un groupe. Voilà. Donc, les solutions répondantes pour cela, c'est dans le contrat des DPE, c'est soit l'indemnisation en prix de revient au stade donné du voyage avec les pertes d'exploitation donc aux bornes du groupe. C'est l'indemnisation, alors ça, on va plutôt trouver ça dans le retail. La base d'indemnisation en prix de vente que l'on va trouver, pas systématiquement, mais de manière plus adaptée dans le make to order ou dans des activités où on est en make to stock, c'est-à-dire qu'on fabrique sans avoir prévendu, mais avec une quasi-certitude de vente, en tout cas une forte probabilité. Et puis il y a le cas plus iconoclaste qui consiste à aller indemniser, pourquoi pas en prix de vente, en tout cas en prix de cession intégrant une vraie marge, à chaque étape du voyage par rapport à la problématique que je viens de vous décrire. Donc, là, on a souhaité donc faire une balance entre les avantages et inconvénients de l'indemnisation en prix de vente. Parce que finalement, c'est un sujet, vous l'avez compris, complexe, qui peut faire l'objet de développement de thèses, d'antithèses. Et le business, notamment le rôle du courtier, étant de négocier dans un cadre complexe, controversé, sous pression, dans des marchés qui peuvent être différents les uns des autres et des marchés qui peuvent aussi être en durcissement, forcément, tout cela nécessite d'être analysé en fonction d'une balance entre les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage du mode d'indemnisation en prix de vente, le premier, c'est un processus d'indemnisation forcément plus simple, beaucoup moins coûteux en expertise. Donc là, je pense que tout le monde peut parfois s'y retrouver, puisque pour avoir questionné un certain nombre d'experts, en dehors de Xavier, dans le cadre de cette préparation d'atelier, tout le monde reconnaît que l'indemnisation en prix de vente est une forme de lean indemnisation, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vite et c'est intéressant au niveau même des frais d'expertise pour l'assureur lui-même. Ensuite, les gens qui font de l'indemnisation le savent, mais la sphère de l'assurance ne le sait pas forcément. Enfin, moi, je ne l'avais pas forcément en tête avant de préparer cet atelier. C'est qu'en fait, dans le monde de l'expertise, vous avez d'un côté, pour simplifier, on va dire, les experts bâtiments matériels, et vous avez de l'autre côté des experts qui ont un agrément finance, et par la compagnie des experts, et qui sont les experts qui opèrent en marchandises et en PE. Donc en fait, les experts qui vont opérer pour pour travailler sur la partie PE, c'est les mêmes que ceux qui vont travailler sur les marchandises. Donc finalement, il y a une convergence d'expertise qui finalement soutient la thèse un peu si logique de dire que finalement la perte de vente est une forme aussi d'indemnisation de la PE. La Palisse l'aurait dit, mais je l'écris quand même, l'indemnisation en prix de vente évidemment reflète mieux la valeur économique au stade donné. Voilà. On verra aussi un certain nombre d'inconvénients tout à l'heure. C'est donc adapté donc au make to order. Dans tous les contrats, sauf vraiment un contrat qui serait vraiment très mal fait, d'assurance, si on est en prix de revient, en base d'indemnisation en prix de revient, on a toujours la clause expliquant qu'on indemnisera en prix de vente si la marchandise est vendue ferme. Donc, dans le make to order, ça revient finalement, on parlait du secteur automobile, à considérer que tout a été vendu ferme. Parce que finalement, dans le secteur automobile, à part dans la phase de lancement, ou dans la partie qui est allouée au concessionnaire, par principe, un véhicule n'est jamais lancé en production sans être prévendu. Et c'est également adapté donc au stock plus nerveux, c'est-à-dire au stock plus de faible quantité, ou à forte marge, ou à long délai de reconstitution. Donc on va voir, je parlais tout à l'heure de mon histoire d'huître, de caisse à huîtres. Je pourrais parler d'un autre cas également vécu, c'est par exemple le vol, et ça me permet de traiter un autre point, le vol chez un opérateur téléphonique de palettes d'iPhone. Voilà. Donc vous êtes juste avant Noël, on vous vole un certain nombre de palettes d'iPhone, l'indemnisation en prix de vente, à l'évidence, est adaptée dans la mesure où, à ce stade-là, on a la quasi-certitude, voire certitude, de vendre. Et donc dans ce cas-là, la PE après-vol, qui justement est difficilement délivrée par les assureurs pour un certain nombre de raisons, eh bien là, cette indemnisation en prix de vente permet aussi d'avoir une voie pour couvrir la PE après-vol rattachée, embarquée sur ces marchandises. Et
astuce de courtier, l'indemnisation en prix de vente permet aussi d'éviter un cumul de franchise entre le dommage direct et la PE. Donc ça, c'est effectivement l'avantage exclusif de l'assuré. Les inconvénients après, parce qu'encore une fois, on fait la balance entre les différents aspects. J'ai expliqué tout à l'heure que la négociation, c'est une affaire de rapport de force. J'ai expliqué tout à l'heure avoir une dissymétrie entre l'assiette de prime en prix de revient et le base d'indemnisation en prix de vente était tout à fait acceptable, et en tout cas répondait à un rationnel et puis à un constat. Vous souvenez-vous, les 3 sur 8 de mon échantillon là. Maintenant, l'assureur n'entend pas toujours de cette oreille. Et on peut avoir un assureur qui va dire, mais non, ma tarification a été basée en tenant compte du fait que je prendrai une prime et sur la PE et sur le prix de vente. Et puis de toute façon, non, c'est symétrique, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de symétrie, etc. Donc on peut se heurter dans les négociations à une position de l'assureur qui défendra sa thèse. Et en fonction du rapport de force qui préside à la négociation de l'affaire considérée, surtout dans des marchés un peu plus difficiles, hein, sur des affaires un peu plus difficiles, on peut se retrouver en arguant et en demandant, en revendiquant l'indemnisation au prix de vente sur des produits, à devoir avoir un levier d'assiette, puisque l'assureur va imposer, malgré la négociation ardente du courtier, va imposer d'avoir une assiette de prime en prix de vente. Ensuite, effectivement, l'indemnisation en prix de vente peut générer parfois, ou en tout cas une suspicion d'effet d'aubaine, puisque, évidemment, le taux de vente final, on ne le connaît qu'à la fin. Il peut y avoir des invendus, des marques inconnues, il peut y avoir des rabais ristournes, il peut y avoir également des produits périssables. Donc, à un moment donné, où le sinistre va affecter un élément de stock, qui pouvait vraiment être certain que la vente allait être à 100%. Donc ça fait débat, et ça fait débat forcément dans le retail, puisque dans le commerce, par principe, la marchandise n'est pas vendue. D'où le fait que, vous l'avez tous remarqué, dans l'échantillon, et contrairement à l'intuition que l'on pourrait avoir, dans le commerce, on n'a quasiment pas d'indemnisation en prix de vente. Ensuite, il y a le cas qui est un peu piégeux, c'est la période de solde. Vous avez un sinistre, vous avez une indemnisation en prix de vente, le sinistre survient juste avant la période de solde. La base qui va être considérée par l'expert, c'est la base du prix de vente au moment où l'acte de vente aurait dû être déclenché, c'est-à-dire la période de solde, et vous vous retrouvez avec une indemnisation qui est inférieure au prix de revient. Voilà. Et puis ensuite, il y a des raisons plus juridiques et comptables, et que je laisse à Xavier le plaisir d'élaborer. Un bref rappel, mais globalement, donc, j'ai une indemnisation en prix de vente qui va être établie pour une grosse partie sur ma comptabilité. Donc, on en a discuté. Et pour éviter ce hiatus qui est naturel, parce que vous ne pourrez pas éviter que chacun y voit d'abord son intérêt, ou en tout cas aussi son intérêt. La nature humaine est comme cela, donc c'est évité. Vous savez que la seule solution pour éviter les compromis ou les difficultés entre l'indemnisation de votre assureur et ce recours surrogatoire, c'est cette règle rappelée par la Cour de cassation, hein, l'indemnisation conventionnelle, si elle est claire et précise, elle s'applique à l'assureur. Donc c'est à peu près ce que l'on va voir. La seule règle, peut-être conclusion là-dessus, c'est que tous les problèmes que l'on va évoquer là, la question que vous pouvez peut-être vous poser lorsque vous lisez votre police, relisez-la précisément, c'est toujours intéressant, c'est un exercice que je conseille, toujours intéressant de le relire avec des yeux nouveaux. C'est de se dire, est-ce que dans les sujets que l'on a évoqués là, dans les sujets de ma cartographie des risques, si je prends ma police d'assurance, est-ce que véritablement j'ai une réponse claire, nette, précise sur comment j'identifie? Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qu'est un dommage matériel? Est-ce qu'on est bien d'accord sur les conditions de la valorisation? Et surtout, pas tant les conditions, mais quelles vont être les preuves, donc les documents que je pourrais apporter à l'appui de cela. Pour conclure, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de droit sans preuve. Et donc c'est véritablement là qu'il faut se poser la question de se dire, dans ma police d'assurance, est-ce que j'ai organisé ces modalités de preuve? Et c'est donc un certain nombre de conseils qu'on va vous donner ici. Donc on a souhaité vous donner une boîte à outils, des clauses clés, on va dire, qui permettent de sécuriser ou d'optimiser l'indemnisation des marchandises. Donc là, bon, c'est pas forcément exhaustif, mais c'est la majeure partie, on va dire, des clauses. Alors évidemment, on ne va pas vous les détailler, vous aurez le support après. On peut prendre par exemple, puisque j'ai cité l'exemple des soldes, hein, on a une clause de diminution, dépréciation de stock, qui permet par exemple d'indemniser, de tenir compte dans l'indemnisation des conséquences d'avoir raté une fenêtre, par exemple, du fait d'un sinistre, on a raté une fenêtre saisonnière de vente où le prix aurait été à un certain niveau. Il y a une dépréciation parce qu'on ne vendra qu'en janvier, là, on aurait dû vendre beaucoup plus cher en décembre. Et il y a des clauses qui permettent de compenser cette dépréciation.
Il y a plein d'autres clauses. Il y a le cas des frais sup additionnels, par exemple, qui sont connus dans le domaine de l'APE, mais qui peuvent aussi intervenir par rapport à un volet dommage direct, donc du prix de vente. Alors les contrats de manière générale peuvent fonctionner comme ça. Il y a à noter le dernier intercalaire FM Advantage 2016 qui a une clause très explicite en la matière qui permet effectivement de venir apporter une couche de frais sup additionnels en plus de l'indemnisation en prix de revient. Voilà. Donc, et puis il y a la nécessité, comme l'a dit Xavier, mais on va pas se répéter, effectivement de gérer la force probante du contrat en documentant le contrat le plus précisément possible. Voilà. Donc, juste pour conclure, on a beaucoup parlé donc, de cette indemnisation et de la valeur financière des marchandises, mais ce qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de supply chain et de dommages qui peuvent exister, de risques qui peuvent exister sur la supply chain et qui empêcheraient la vente des produits, c'est que la valeur d'un produit, la valeur d'une marchandise pour une entreprise, elle va sans doute et très souvent au-delà de sa valeur propre financière, de la perte de marge qu'on va avoir et de la valeur de la marchandise en elle-même. Ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour les risques managers. Je pense que c'est très très important. C'est une valeur financière, mais pas seulement. Parce qu'en réalité, au-delà de cette valeur financière, de cette perte d'exploitation, on va avoir beaucoup d'autres enjeux qui peuvent être bien plus importants pour l'entreprise quand elle va perdre une partie de sa supply chain ou quand elle va perdre la capacité à vendre ses produits. Ça peut être des impacts stratégiques, bien entendu, parce qu'on a des objectifs stratégiques dans l'entreprise, on doit atteindre ces objectifs-là. Si on est empêché de le faire par des problématiques liées à notre supply chain et à la non-distribution des produits, ça peut avoir des impacts très importants vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis du futur de l'entreprise, qui peuvent être mis en cause par la non-atteinte de ces résultats stratégiques, de ces objectifs stratégiques. Des sujets de performance, bien entendu. La performance, c'est quoi? En premier lieu pour une entreprise, c'est la satisfaction de ses clients. Si ces clients sont insatisfaits parce qu'ils n'ont pas leurs produits en temps et en heure, on va certes vouloir aller chercher de l'indemnisation, de la perte d'exploitation, etc. Mais l'insatisfaction du client, elle sera là. Elle sera présente et elle continuera pour des années et des années. Donc la valeur du produit, la valeur de la marchandise, elle est aussi associée à cette notion de satisfaction client. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Il y a des sujets de compliance également. Vous pouvez avoir, du fait que votre marchandise soit polluée, comme j'en parlais tout à l'heure, mais aussi pour d'autres aspects réglementaires, que vous n'auriez pas respecté ou que vos fournisseurs, vos distributeurs n'auraient pas respecté, vous allez avoir potentiellement des impacts liés à ces défaillances-là qui vont venir toucher l'objectif de compliance et l'exigence de compliance de l'entreprise. Et puis le dernier sujet, ça va être la dégradation de l'image de marque de l'entreprise. Alors, pour conclure, vous trouverez dans le support différents exemples que je vais passer très rapidement pour vous les montrer et vous aurez l'occasion d'aller plus dans le détail. Sur les 3 secteurs que l'on a cités, l'automobile, vous allez voir que finalement à différents niveaux et à différents moments de la supply chain, vous pouvez avoir un impact sur la marchandise et des composants qui composent votre produit, qui ne va en effet pas du tout être que financier, mais bien stratégique, bien réglementaire ou associé à la performance. Et vous trouverez ça sur le luxe, bien entendu, ou sur le retail. Ça permet bien entendu d'avoir une visibilité beaucoup plus claire et beaucoup plus globale de la valeur du produit, certes financière, mais bien au-delà. Merci Thibault. En effet, nous arrivons donc à la fin de cet atelier. Je tiens à remercier nos spécialistes. Merci à vous également pour votre attention. Juste une petite question pratico-pratique. Vous devez remplir le questionnaire qui est sur votre chaise pour pouvoir obtenir notre présentation par la suite. Pas de bras, pas de chocolat. Et nous serions très très curieux de partager avec vous votre expérience en la matière. Si vous avez des questions ou un témoignage à nous apporter, on peut vous faire circuler le micro. Attends, je t'apporte le micro. Alors, pas uniquement, parce que oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la partie transport qui a un petit peu été éludée. Vous avez parlé beaucoup de prix de revient et de prix de vente, mais il y a aussi un élément extrêmement important à prendre en compte. C'est la base d'indemnisation des marchandises qui sont soumises à un cours. Donc c'est toutes les commodités, le pétrole, le blé, le sucre, etc. Tous les matériaux qui peuvent rentrer, enfin les métaux qui peuvent rentrer dans la composition des produits électroniques. Et ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors peut-être moins lorsqu'il y a un dommage en statique, comme vous l'avez décrit ici.
En revanche, en transport, c'est extrêmement important parce que le sinistre peut survenir à un instant T où la marchandise vaut tant et être indemnisée à un moment où elle s'est dévaluée ou au contraire a augmenté. Et ça aussi, c'est à prendre en compte dans les bases d'indemnisation, notamment pour la partie transport. Est-ce que les polices transport, justement, prennent en compte ce paramètre dans leur indemnisation ? Il faut le prévoir. C'est pas automatique, il faut le prévoir parce que c'est une sorte de dérogation par rapport aux standards du marché où effectivement en transport on a les deux. On couvre à la fois en prix de revient et en prix de vente en fonction du type de flux. Est-ce qu'on est en approvisionnement ou est-ce qu'on est en livraison finale? Donc là on a les deux. On est assez pragmatique en fait en transport, on prend tout. Voilà. On a une base, une assiette de primes qui est souvent le chiffre d'affaires ou la valeur des marchandises qui ont été transportées. Mais en base d'indemnisation, on prend les deux et on intègre la marge. Parce que qui dit transport dit contrat de vente. Donc on intègre automatiquement la marge du client dans la base d'indemnisation. Mais la variation de cours n'est pas prévue automatiquement. Il faut vraiment en parler à votre courtier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? Non? Ah, pardon. Bonjour, alors je m'appelle Marlène Botterbrot et je travaille en Suisse pour une société internationale, un groupe. Et nous, en ce moment, on se pose plutôt la question sur les holdings parce qu'on travaille dans une holding et dans le groupe, on a plusieurs holdings. Et voilà, ok. Et en fait, comme on ne produit rien, mais on peut quand même avoir une perte d'exploitation si notre bâtiment il brûle, on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut être indemnisé en cas d'incendie et si oui, comment on calcule au mieux la perte d'exploitation. Je laisse peut-être Frédéric répondre. Alors, si vous êtes dans une holding et qui ne produit pas de chiffre d'affaires, c'est ça hein? Donc, l'indemnisation en perte d'exploitation basique, on va dire, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires ou même perte de production n'est pas forcément directement possible. Par contre, il y a des solutions qui existent, qui sont des solutions de frais supplémentaires. Donc, dans ce cas-là, c'est une indemnisation de frais supplémentaires qui n'est pas assise sur une contre-valeur de chiffre d'affaires, de marge brute, elle-même assise sur un chiffre d'affaires. C'est des frais supplémentaires qui sont listés contractuellement, tels que frais de déménagement, surcoût informatique, surcoût, comment dirais-je, sous-traitance, intérim et compagnie, qui permettent effectivement de soutenir les surcoûts qui, du coup, in fine, protègent votre économie, puisque finalement, ça permettra de soutenir la logistique, soutenir les ressources humaines. Donc voilà, c'est des frais supplémentaires. Et tous les intercalaires du marché prévoient des clauses de frais supplémentaires dans le cadre des activités ne générant pas de chiffre d'affaires. Ils appellent frais additionnels, quoi. Frais supplémentaires additionnels. Non, frais supplémentaires additionnels, c'est les frais supplémentaires qui dépassent l'économie du 1 pour 1 au niveau de la marge brute. C'est-à-dire que si on va au-delà d'un euro, si on engage plus d'un euro de frais supplémentaires pour économiser 1 euro de marge. Donc ça, au-delà de ça, c'est des frais supplémentaires additionnels. Non, là, c'est vraiment des frais supplémentaires qui indemnisent les activités qui ne produisent pas de chiffre d'affaires, donc tout ce qui est R&D, tout ce qui est holding, tout ce qui est bureau, tout ce qui est informatique, laboratoire. Voilà. Alors, je suis désolée, on doit rendre la salle à 10h30. Donc